croyez-le ou pas, mais avoir un syndrome à son nom, c'est quand même un peu classe, surtout pour un jeune étudiant comme moi. Le syndrome de Dropfell, ou syndrome de la pluie invisible. Il s'agit d'un syndrome psychologique très rare, où le patient a l'impression que la pluie lui tombe dessus. Cette impression peut être temporaire ou constante, et la puissance de la pluie varie entre l'agréable et le torrentiel selon les patients. La tranche d'âge dans laquelle ce symptôme peut apparaître semble être placée entre les 15 et 40 ans. Tandis que les médecins les plus anciens cherchaient via des IRM un quelconque signe de dommage au cerveau, j'étais occupé à voir si ce syndrome était dû à une expérience traumatisante chez le sujet. Mais pour le moment, aucun indice précis. Je me rappelle toujours du jour où j'ai découvert ce syndrome. Je suis étudiant en psychiatrie depuis 6 mois, dans un centre assez fréquenté. On avait vu de tout, du simple et courant syndrome d'Alzheimer, au compliqué syndrome de la main étrangère. Mais un jour, le docteur en charge avait fait une pause, et un patient qui venait assez souvent pour des problèmes de stress était arrivé à ce moment-là. Comme je le connaissais, j'ai décidé, et obtenu la permission, de le prendre en charge comme un professionnel. Cependant, ce n'étaient pas des problèmes de stress comme vous auriez pu le penser, mais cette impression de pluie tombant sur sa tête et son dos. J'ai fait un dossier, j'ai parlé au docteur, et après quelques jours et plusieurs autres cas détectés, le syndrome de la pluie invisible a été créé. Il n'est pas encore officiel, mais c'est quand même un exploit pour un étudiant. Je prenais donc en charge les patients qui étaient atteints de ce syndrome, et j'ai analysé tous les détails de leur vie qui auraient pu mener à s'inventer cette pluie imaginaire. Au départ, je pensais que c'était dû à une aquaphobie très poussée. Mais à part un garçon qui a peur de se noyer, aucun d'entre eux ne semblait avoir un problème avec la météo ou l'eau en général. J'étais un peu à court d'idées, et je ne pouvais rien faire d'autre que d'attendre le résultat des IRM des patients. Pendant ces jours-là, je m'étais lié d'amitié avec l'un de mes patients, celui qui a peur de la noyade. On avait trouvé beaucoup de points communs lors de la discussion, et d'un certain côté, il me servait de témoin dans le développement du syndrome. Je dois avouer que c'était assez dérangeant quand il s'arrêtait en plein milieu de sa phrase pour regarder le plafond ou le ciel, tout en me disant que ses revenus est plus fort qu'avant. Il devenait plus stressé, voire erratique parfois. Quand je lui ai demandé la raison pour laquelle il regardait autour de lui, il me répondait simplement qu'il avait peur. C'était une réponse assez évidente. Mais le pire là-dedans, c'est que je ne pouvais pas faire grand-chose pour lui à l'instant, car le syndrome venait tout juste d'être découvert. Le mieux que je pouvais faire était encore de le calmer, mais il est arrivé ces derniers temps qu'il me crie dessus, que je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Cependant, j'ai pensé qu'il ne devait s'agir que d'un second symptôme qui commençait à se manifester. J'ai vu cela chez une de mes patientes lors d'une de nos discussions, et les proches des autres ont aussi constaté ce changement de comportement quand j'ai reçu le peu de nouvelles qu'on me donnait. Mais hier, j'attendais un grand changement pour eux, les résultats des IRM. Je me sentais rassuré pour mon ami. Je ne voulais rien d'autre que de lui annoncer une bonne nouvelle, particulièrement parce que la veille, sa crise de nerfs était exceptionnellement violente. La dernière fois que je l'ai vu, il était sous sa couette, chez lui, en train de respirer très fort, comme si sa vie en dépendait. J'avais hâte de lui dire que tout allait bien. Mais rien. Absolument rien. Pas la moindre trace d'anomalie dans son cerveau. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. J'étais consterné. Je n'étais pas sûr de comment lui annoncer la nouvelle. Je m'attendais vraiment à un résultat convaincant. Puis, je me disais que le fait qu'il n'y avait rien pouvait être une bonne nouvelle en soi. J'aurais aimé qu'il le prenne bien. Peu après mon rendez-vous avec mes collègues, je lui avais envoyé un message pour lui dire que je venais chez lui pour l'emmener au café, lui faire prendre l'air. Il n'y avait pas répondu quand je suis arrivé. J'ai supposé qu'il était encore déprimé. J'ai longuement hésité avant de sonner à sa porte et attendre une quelconque réponse de sa part. Mais après plusieurs minutes d'attente qui m'ont mené à comprendre que je m'étais sans doute pris le plus gros vent de ma carrière, j'ai décidé de rentrer moi-même. Après l'apparition de ces crises, il m'avait légué le double de ses clés, au cas où il lui arrivait quelque chose. Quand je suis rentré,
j'entendais le vague son d'une télé, m'indiquant que mon ami était bien là. Avec inquiétude, je m'approchais lentement de sa chambre, avec la peur de voir mon ami à terre, inconscient ou mort dans le pire des cas. Craintes qui se sont réalisées d'une certaine manière. Mon ami était inconscient, certes, mais il flottait dans la pièce, la bouche ouverte, et le visage bouffi tel un cadavre qui venait juste de succomber à la noyade. Je ne sais pas pourquoi, je suis resté aussi longtemps à fixer son corps, lévitant dans la chambre. Peut-être l'impossibilité de la situation ou tout simplement l'effroi. Peu après ma découverte, je suis parti de chez lui, silencieux, déjà prêt mentalement à appeler la police malgré la situation. J'étais littéralement dans un état second. Si bien que je n'ai pas remarqué la pluie qui s'abattait sur moi dehors, comme pour se moquer de moi. Mais comme vous l'aurez compris, docteur, je me suis rapidement rendu compte que le ciel était bleu cet après-midi-là. C'est ce jour-là que j'ai compris que c'était pas un syndrome psychologique, mais un nouveau virus mortel, auquel nous n'avons aucun remède. Aujourd'hui, le niveau de l'eau a atteint ma gorge.